Bonjour à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, je suis ravie de vous accueillir pour cette session dédiée à Nazca. C'est un webinaire où on va pouvoir un peu plus creuser autour de ce produit, ses fonctionnalités. Alors, je me présente, je suis Célia Dupuis, responsable communication du groupe ARDPI. Je suis entourée de mes collègues aujourd'hui. Alors, Frédéric Badon, directeur général du groupe ARDPI. Bonjour à tous. Frédéric Mersenne, notre expert scientifique. Bonjour à tous. Pauline Costa, notre business développeur en alternance. Bonjour. Et Alban Cardo, notre technico-commercial sédentaire. Bonjour. Alors, ce webinaire va être découpé en 3 parties. Dans un premier temps, on va découvrir le groupe ARDPI et après ARDPI Biotech avec Frédéric Badon. Et ensuite, notre expert scientifique Frédéric Mersenne va nous présenter le système Nazca et ses principales fonctionnalités. Et enfin, pour finir, à la suite de cette présentation, nous prendrons un temps pour répondre à vos questions. Est-ce que vous m'entendez bien? Vous pouvez réagir juste au-dessus. Parfait. Merci. Tout le monde a l'air de bien m'entendre. Je vous informe aussi que ce webinaire sera enregistré pour les personnes qui souhaitent le réécouter. Il y aura un lien replay qui vous sera envoyé à la suite de cet événement. Donc, si tout est bon pour vous, on va rentrer dans le vif du sujet et commencer ce webinaire. Je vais maintenant laisser la parole à Frédéric Badon, qui va nous présenter le groupe ARDPI et son entité ARDPI Biotech spécialisée dans les biotechnologies. Bonjour à tous. Alors moi, je suis ravi d'introduire ce webinaire. Je vais être assez rapide parce que le but, c'est quand même de parler technique, c'est de parler logiciel et de vous présenter le logiciel Nazca. Néanmoins, une petite introduction pour vous dire qui on est. La plupart des gens connectés nous connaissent. Donc, on a un groupe dijonnais. On fabrique des instruments de mesure et de contrôle depuis 2009. Et depuis 2021, on a monté un groupe que vous voyez ici constitué avec 4 entités. RDPI Énergie qui fabrique des machines spéciales de mesure et de contrôle. RDPI Biotech dédié aux sciences du vivant, qui fabrique des instruments. RDPI Énergie qui s'occupe de fabriquer du monitoring d'installation et RDPI Security pour tout ce qui est aéronautique, défense, embarqué. Voilà. Donc, concernant le groupe, en fait, la stratégie, elle est la même pour chaque entité. C'est utiliser, c'est-à-dire le savoir, les compétences technologiques aussi bien en mécanique, en électronique et en logiciel. On met derrière le logiciel, évidemment, vision, IAR et monitoring. En ce qui concerne biotech, pour l'agroalimentaire, la santé et l'environnement. Voilà, c'est les 3 axes. Alors, c'est vrai que, comme vous le savez, RDP Biotech est plutôt axé autour des ferments. Aujourd'hui, on va plutôt parler d'agroalimentaire, mais on est aussi orienté sur la partie santé et environnement. Donc aujourd'hui, on a 3 pôles, on va dire, dans nos axes, dans nos stratégies de développement. Un premier pôle qui sont les produits standardisés, les produits industrialisés, que Frédéric va vous présenter en vous présentant le logiciel Nazca. Donc là, on répond à la demande des fabricants de ferments et toute l'industrie agroalimentaire, notamment fromagère et laitière. Ensuite, on a à disposition notre bureau d'études qui permet de répondre à des demandes spécifiques sur cahier des charges. Donc là, l'intérêt, c'est d'utiliser la puissance du groupe au service de la bibliothèque pour des demandes spécifiques. Et puis pour terminer, on a plusieurs projets collaboratifs en cours, notamment sur la construction, le développement d'un capteur pathogène et aussi d'un bioréacteur fermenteur à destination de la bioproduction de biomédicaments. Voilà. Donc, je n'en dirai pas plus de mon côté concernant, on va dire, le groupe. Je suis ravi de pouvoir passer la parole à mes collègues pour la présentation du logiciel Nazca et j'espère vous revoir toutes et tous très rapidement. Merci beaucoup. Merci Frédéric pour cette vue d'ensemble de notre fonctionnement. On va maintenant passer à la présentation du produit Nazca, ses possibilités et découvrir ensemble ce qu'il peut vous apporter dans votre environnement métier. Je donne la parole à Frédéric Mersenne. Merci Célia. Je vais vous présenter le système Nazca.
qui est constitué donc d'une interface électronique et d'un logiciel. J'irai du général au particulier en vous présentant le dispositif dans son ensemble, les fonctionnalités principales du logiciel et les fonctionnalités avancées. NASCA. C'est une interface de mesure multiparamètres physico-chimiques qui vous propose en plus un usage particulier, à savoir la caractérisation de l'activité acidifiante des bactéries lactiques, selon ISO 26323. Il a été conçu par et pour les utilisateurs du monde des ferments pour répondre à leurs besoins en termes de qualité de mesure et de capacité de mesure. Il dispose d'une ergonomie simple pour une utilisation basique, mais propose des fonctionnalités avancées pour une utilisation qu'on pourrait qualifier d'experte. C'est point fort. Il est proposé en 4 configurations, vous pouvez le voir ici affiché, donc 8 voix, 12 voix, 24 voix, 32 voix, afin de répondre à tous les besoins. De la plus petite structure laboratoire de contrôle jusqu'à la grosse entité qui a besoin de faire du haut débit sur des grosses quantités d'échantillons, du screening au sens large. Mais il est évolutif, c'est-à-dire que vous pouvez commencer avec une petite configuration et en liant une nouvelle unité par le biais d'un simple câble Ethernet, augmenter votre capacité de mesure. Le logiciel, lui, s'adaptera automatiquement, nous le verrons tout à l'heure, à cette nouvelle configuration, c'est-à-dire en fait à ces nouvelles nombres de voix. NASCA accepte toutes sortes de sondes analogiques pH, toutes marques. Il n'y a pas de sonde spécifique pour le système. Vous pouvez utiliser des sondes que vous utilisez habituellement dans vos laboratoires. Il offre la capacité de plus, en remplaçant certaines voies pH, de connecter des sondes analogiques alimentées, donc en tension et en courant, comme par exemple les sondes pour le CO2 dissous, l'oxygène dissous. Il est éco-conçu, fabriqué en France, et sa modularité électronique lui permet une réparabilité aisée. Chaque carte électronique peut être démontée, remplacée et renvoyée chez nous pour une réparation. Je vais vous parler du logiciel maintenant et de ses fonctionnalités principales. Je détaillerai donc le paramétrage de l'application auquel correspond à votre usage, création de sondes, configuration des voies, étalonnage des voies, lancement des essais. En termes plus avancés, on va rentrer plus dans les fonctionnalités liées aux essais, les fonctions multi-essais, ajout d'une courbe de référence ou le mode relecture. Je vais passer maintenant sur l'écran de mon logiciel. Est-ce que normalement on va voir le logiciel? Donc quand vous cliquez sur l'icône du soft, on arrive sur cette première page qui est en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, le moyen de vérifier un peu le nombre de voix dont vous disposez et un peu que le boîtier NASCA que vous avez connecté est bien reconnu par l'application. Un petit icône ici vous indique que la communication entre l'électronique et le logiciel se fait correctement. Quand vous cliquez, on rentre directement sur la page configuration. C'est un peu la page principale du logiciel qui vous permet de finalement configurer votre système en fonction de votre essai ou de votre protocole. Par exemple, si vous avez l'habitude de travailler sur une douzaine, ici nous avons donc un NASCA 24 voix qui est connecté. On voit que ça va jusqu'à 24 voix et comme c'est un 12 voix température, on voit qu'il y a 12 voix température. Vous pouvez configurer votre essai en nommant des sondes et en nommant une voie et en enregistrant cette configuration sous une appellation. On va faire une petite simulation ensemble. Par exemple, si on utilise les voies 12, 13, 14, 15, on va appeler lactobacille, ou je ne sais pas, enfin une habitude que vous avez. Voilà, etc., etc. Vous allez sauvegarder cette config et vous pourrez la recharger après. C'est-à-dire que si les sondes sont correctement connectées aux voies, vous aurez finalement la configuration de votre procédure habituelle. Ça peut constituer un gain de temps appréciable. Ici, donc, nous avons par défaut une sonde connectée sur la voie 1 qui s'appelle PHWebby pour les circonstances. Cette voie peut être compensée en température. Il suffit d'aller chercher une sonde de température connectée. Pour ce qui est des températures, on peut remarquer effectivement nous avons également une sonde de température connectée, mais on peut en choisir une parmi d'autres que l'on a pris le soin
de connecter. L'aspect configuration est très important, puisque on sait qu'une voie, finalement, c'est un capteur, un cordon, un connecteur, une électronique et la voie du logiciel. Et il est important de noter que cette création de PH Webi ici, il y a une petite coche verte qui vous indique qu'elle a bien été étalonnée sur cette voie. Si je la déplace sur une autre voie, on verra qu'il n'y a plus la coche. Et effectivement, donc cette sonde n'a pas été étalonnée sur cette voie. La partie maintenant très importante, au-delà de la configuration, va être la sonde. Il est possible donc de créer des sondes. Nous allons donc créer ici une sonde pour la circonstance. C'est assez simple. Vous voyez qu'il y en a certaines qui sont enregistrées, sondes de température, sondes de pH. On peut les trier pour n'avoir que les sondes pH ou que les sondes de température. La création d'une sonde est assez simple. Il suffit de définir son type, l'unité sera directement donnée, le fabricant, la référence de la sonde, si vous pouvez en disposer, sa date de création et surtout ses dates d'étalonnage. On voit ici que les paramètres de la courbe d'étalonnage sont donnés. On va créer une sonde de pH par exemple. On va lui donner un nom. Sonde de 16. Hop. Le fabricant. Je ne cite personne. Et la référence un peu libre. Voilà, on vient finalement, c'est très simple, de créer une sonde. On vous confirme. Cette nouvelle sonde qui s'appelle PH Web 1610 est ici. On retrouve ses paramètres, mais on voit que ces paramètres d'étalonnage sont fixés par défaut. C'est-à-dire la pente à 1, l'intersection d'origine à 0. On a créé notre sonde, on peut revenir à la page configuration. Sur la voie 1, on va aller affecter notre sonde à cette voie. On remarque qu'ici, la valeur n'est pas forcément la bonne puisqu'elle ne nous sommes pas étalonnés. On va garder la sonde ici. Donc l'étape suivante sera d'étalonner. Je vais auparavant vous montrer le paramétrage qui vous permet de configurer finalement votre interface, votre IHM en fonction de vos besoins. Nous avons ici dans la colonne de gauche, pour ceux qui l'utilisent, la liste des descripteurs qui seront calculés sur chaque essai. Vous pouvez les décocher, bien sûr, parce que là, la liste est vraiment complète. C'est la liste de base enrichie par les suggestions de quelques utilisateurs avec qui nous travaillons. Vous pouvez créer un descripteur, donc un pH à temps X, un temps à pH X, une pente, un delta de temps entre pH 1 et pH 2, un delta pH, des temps. C'est très libre, vous vraiment constituez votre propre liste de descripteurs qui correspondra à vos procédures de test parfaitement. On peut définir la langue, le logiciel est disponible en français et en anglais. On peut définir certains paramètres dont je reviendrai tout à l'heure, qui sont des paramètres un petit peu particuliers. Les paramètres régionaux, comme le séparateur décimal et les séparateurs de tabulation. Vous avez ici le rappel des différents dossiers dans lesquels vous allez aller chercher vos fichiers de test ou les fichiers de profil. Bon, c'est plus pour de la construction. Celui qui vous intéresse plus particulièrement est celui du test. Je reviens donc à la page configuration. Et nous allons donc lancer, pour si vous voulez bien, une procédure d'étalonnage de notre sonde PH Web 1610. Bon, c'est assez facile, on appuie. On a sélectionné la sonde, on passe à la page d'étalonnage. Effectivement, notre sonde PH Web 1610 est ici. On nous dit que là, pour l'instant, elle est dans un tampon pH 4, je vais y revenir. La procédure d'étalonnage est assez simple. Dans le principe, vous pouvez étalonner d'une valeur haute vers une valeur basse ou d'une valeur basse vers une valeur haute. On vous laisse le choix, ce n'est pas figé. Pour l'exemple ici présent, nous allons commencer donc par un tampon pH 4, donc une valeur basse. Ce bouton vous indique que la voie finalement est prise. Si on repasse sous l'onglet configuration, vous verrez qu'il y a un petit verrou. Si un collègue passe après vous et essaye de sélectionner cette sonde ou cette voie, il s'apercevra qu'il ne peut pas l'utiliser puisqu'elle est en cours d'étalonnage. Je reviens à la page d'étalonnage. Pour l'étalonnage, c'est assez simple. On va calculer finalement le paramètre de pente et l'intersection à l'origine, paramètre d'étalonnage.
On peut utiliser une température rentrée manuellement pour cet étalonnage ou une sonde connectée. Par exemple, ici, on a une sonde qui est connectée, on peut la sélectionner. Elle va nous donner une température ici de 4,3 que l'on peut modifier. Et sinon, revenir à la version manuelle avec une température de 25. Les solutions tampons utilisées, selon le fabricant que vous utilisez, vous allez donc repérer sur les flacons les valeurs de pH cible en fonction des températures. Bien sûr, ici, elles ne sont pas toutes listées, à vous de voir, ça me permet. Donc ici, donc à 25 degrés, selon les normes du fabricant que nous utilisons, le pH bas sera à 4 et le pH haut à cible sera à 6,99. Nous avons ici une durée et une tolérance, c'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où on va lancer la procédure d'étalonnage, le système va attendre une stabilisation de la valeur et une dérive inférieure à 0,05 unité pH. Ces deux paramètres sont modifiables via la page de paramétrage. On va rester ici par défaut, j'utilise un simulateur de voie, l'attente de stabilisation va être assez courte. Une fois tout ceci vérifié, on démarre. Vous voyez que la valeur passe rapidement à verte parce qu'effectivement, on est tout de suite à la valeur cible. On attend quelques secondes et vous avez ici un indicateur de stabilité qui va très vite également. Et le petit curseur ici nous indique que le save, on peut sauvegarder ce point. On va sauvegarder ce point. La valeur basse est donc validée. On va passer maintenant à la valeur haute, qui est donc de 6,99. Changer la valeur du pH de mon simulateur. Vous voyez que la valeur atteint la cible assez rapidement. On va pouvoir démarrer à nouveau la mesure. Ce qui est fait, nous pouvons donc sauvegarder l'étalonnage. On nous dit la sonde pH a été calibrée, OK. Je vais la resélectionner ici par la voie. Et donc, la petite coche nous indique qu'elle est bien étalonnée pour cette voie. C'est le prérequis pour lancer un essai. Juste dire que si vous avez 24 sondes connectées, vous pouvez bien sûr les étalonner, les 24 ensemble, pour que vous ayez un flacon suffisamment grand pour les mettre ensemble dans le tampon pH4 ou pH7. Des voies qui ne sont pas utilisées au cours d'un essai peuvent être étalonnées en parallèle. Il y a aucune... Les voies sont toutes absolument indépendantes. Maintenant, nous allons lancer un essai. On va lancer un essai avec une seule sonde pH et une seule sonde température. Ça ne change rien. On vérifie que notre sonde de température est bien connectée. La sonde pH également. Ici, juste, on a ici les sondes analogiques dont je vous parlais tout à l'heure, donc éventuellement des sondes alimentées CO2, O2. La procédure de création de ces sondes est exactement la même. Il suffit par contre de choisir si elles sont en signal milliampère ou en signal millivolt, courant en tension. Quand on lance l'essai, le système nous dit qu'il a deux sondes connectées, une sonde de température, une sonde de pH. Le code couleur ici nous indique qu'en fait tout va bien. Si ça avait été en orange, ça voulait dire qu'éventuellement la sonde existe, mais elle n'a pas été calibrée sur cette voie. Si elle est en rouge, ça veut dire que la sonde n'existe pas ou qu'on n'a pas connecté de sonde. On va rentrer un nom d'essai. On va être très originaux, on va l'appeler 1610, mais vous pouvez le nommer comme vous voulez et vous pouvez le nommer, comme j'expliquais tout à l'heure, en rapport avec éventuellement vos procédures. Si vous, par exemple, je ne sais pas, vous testez un lactobacille à 35 degrés, vous pouvez nommer la voie lactobac 1 à 24 et puis l'essai, vous l'appelez également lactobacille. Ça vous permet de retrouver facilement vos essais pour plus tard et constituer vos bibliothèques d'essais. J'y reviendrai. La période d'acquisition, vous pouvez aller par défaut à un point toutes les 4 minutes, ce qui est assez habituel, ou un point toutes les minutes pour certains, mais on peut passer en secondes, voire en heures. Il y a des gens qui travaillent sur des process très très longs, alors pas forcément bien sûr en acidification, mais tout est ouvert et tout est disponible. Ici, pour des raisons pratiques, on va se mettre en secondes aujourd'hui. Vous pouvez programmer une fin d'essai, vous pouvez programmer un départ, et vous pouvez programmer un départ différé. C'est-à-dire que la fin de l'essai, vous allez accéder à un calendrier.
qui va vous donner les dates d'essai. Pour le départ programmé, même chose. Pour le départ vite différé, vous rentrez un certain nombre de minutes. Donc ici, on va démarrer tout de suite. Vous avez tout à droite la colonne des descripteurs. Comme je le disais tout à l'heure, ils y sont tous. Pas obligé de les prendre tous. Si par exemple, les pentes entre certaines valeurs, on peut les décocher. Même chose pour ces pentes qui sont quand même un usage un peu plus particulier. Voilà. On a constitué notre propre liste et ces descripteurs vont être calculés au cours de l'essai au fur et à mesure qu'ils sont calculables. On peut maintenant lancer l'essai. On voit donc deux graphes. À gauche, le graphe de température, à droite, le graphe du pH. Le pH ici est à 7. Et vous avez ici la courbe d'acidification qui est montrée en simultané. J'y reviendrai un petit peu, c'est une fonction un peu avancée. Donc vous avez un déroulé de l'événement, le rappel du nom de l'essai. Vous avez ici l'arborescence de l'essai, c'est-à-dire que vous avez le fichier, le dossier de l'essai avec ses deux voies. Les deux voies sont rappelées ici en bas, donc la voie pH et la voie température. Et vous voyez que les descripteurs commencent à être calculés. Enfin, calculés. On essaye, le TA, la Vmax, vous avez tous les autres. Pour l'instant, on est à un pH constant, on ne va pas calculer grand-chose. Les descripteurs sont rappelés ici, en bas à droite. Il est encore temps ici de les modifier. Ce n'est pas parce qu'on les a modifiés avant, on peut encore ici les modifier. Et nous avons ici un code couleur qui vous dit que le pH est en vert et l'acidification est en vert également, puisque c'est un couple, mais en pointillé. On peut changer l'échelle, donc par exemple, sur le graphe de pH, mon pH est à 7, on va monter à 8 par exemple, et le min va rester, on se met à 4, et on valide le changement d'échelle. Ça, ce sont effectivement toutes les fonctionnalités basiques que vous pouvez attendre d'un logiciel de ce type. On va passer aux spécifications un petit peu avancées. C'est-à-dire qu'on a mis un mode surbrillance. Donc si je clique sur une ligne de pH, on passe en surbrillance. Quel est l'intérêt? C'est que les gens qui vont utiliser un ASCII 32 et qui utilisent 32 voix, cet aspect est bien pratique parce que, je pense que vous connaissez, quand il y a 32 voix qui s'affichent sur le graphique, il n'est pas toujours facile de repérer qui est qui. Nous avons également une fonctionnalité description de l'événement. C'est en fait, vous pouvez à n'importe quel moment rentrer quelques mots décrivant une opération, une action, un événement, on ne sait pas. Et cet événement va aller s'inscrire dans votre fichier de données acquises à un endroit précis du moment où vous l'avez validé. Donc ici, bon, je suis passé à pH 4, je suis un petit peu en retard sur l'événement, mais peu importe. Voilà, et donc j'enregistre l'événement. Nous irons voir tout à l'heure dans le fichier en quoi cela consiste. Je vous ai montré qu'on pouvait effectivement afficher ou non l'acidification. Nous avons une fonctionnalité multi-essai, c'est-à-dire qu'en fait, on peut démarrer un autre essai en simultané. Pour cela, on va repasser sous la configuration et je vais lancer un nouvel essai. Pour des raisons pratiques ici, je vais utiliser les mêmes sondes. La seule différence que je vais faire, c'est que je vais passer en minutes et je vais faire un essai à 1 point toutes les minutes. Je le lance. Et là, j'ai la nouvelle fenêtre qui s'affiche. On a le nom de l'essai, donc je l'ai appelé essai cette fois-ci. Vous avez ici le temps. Je ne l'ai pas donné tout à l'heure parce qu'on était en secondes, mais là, on est en minutes. C'est le temps écoulé avant la prochaine saisie de valeur. Ici, on a notre premier essai qu'on a lancé, et ici, le deuxième. Si on relance plusieurs essais, alors ça peut concerner d'autres sondes, etc., vous les verrez tous s'afficher ici. Et là, cette nouvelle fonctionnalité, c'est la fonctionnalité multi-essai. Elle consiste en fait à visualiser sur le même graphe des essais en cours. Alors, bien entendu, s'ils sont des essais qui sont très différents en termes de protocole ou de température, il n'y a aucun intérêt. Par contre, on peut avoir un intérêt à faire un essai avec une certaine période d'acquisition et une autre avec une période d'acquisition plus courte pour peut-être voir des événements. Et là, on va essayer de les visualiser tous les deux. L'action, elle est simple. On envoie sur
colonne de droite les 2 essais concernés, on valide, et là vous avez une fenêtre particulière qui s'affiche et qui va vous visualiser les 2 essais. L'essai à 1 point par minute, pour l'instant, n'est pas très renseigné, on ne voit que le deuxième point. Voilà. Donc ça peut être très pratique pour confronter les essais ou les comparer. On peut aussi multiplier les essais sur une même procédure de plusieurs échantillons pour faire des moyennages qui seront utilisés après pour la fameuse courbe de référence. Donc on va quitter cette page multi-essai et je vais aller stopper ensuite l'essai de 1 point par minute, ce n'est pas très utile. On revient sur notre essai du départ et je vais vous montrer la fonctionnalité un peu particulière de la courbe de référence. L'idée, c'est que vous avez pu fabriquer au cours du temps, sur une procédure bien définie, une courbe, ce qu'on va dire de référence, une courbe étalon, constituée par des bibliothèques d'essais. Vous avez réalisé des dizaines d'essais exactement identiques et vous en avez sorti une tendance, donc une courbe idéale. On va aller chercher cette courbe idéale pour pouvoir la confronter à l'essai en cours. Ça, c'est assez facile. On accède directement au directory de vos tests. On a par exemple ici biberon référence 1 minute. On va aller la chercher. Et ici, elle s'affiche. Vous pouvez remarquer que cette courbe, bien sûr, a été établie, une courbe d'acidification qui a été établie du yaourt, qui a été établie sur 6 heures. Elle est ici en vert, et vous avez autour des courbes en pointillés qui sont en fait une tolérance par rapport à cette valeur moyenne. Et vous avez ici tout assez à gauche nos valeurs en cours d'acquisition. Peut-être changer l'échelle justement pour essayer de voir un petit peu mieux ce qui pourrait se passer. Voilà. Donc, on voit que notre essai nous va un peu plus vite que celui de la courbe de référence, puisque le simulateur est passé en PH4, il s'affiche là en bas. Mais voilà, vous pouvez suivre pendant votre essai toutes vos courbes et les comparer à cette courbe de référence. C'est intéressant parce que vous pouvez très bien avoir un échantillon qui échappe complètement ou qui est complètement hors des clous, et donc vous pouvez directement le supprimer, qu'il ne fasse pas partie de ce qui va être archivé, par exemple, ou voir que votre manip, finalement, ne correspond pas tout à fait à ce qui est attendu. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez utile aux utilisateurs dans le cadre de leur test, de leur procédure, j'allais dire, un peu routinière. On peut enlever la courbe de référence, bien entendu, à tout moment. Voilà, donc ça, ce qui concerne un petit peu l'essai, on a vu la surbrillance, on a vu la fonction multi-essai, et maintenant on va stopper l'essai, et on va passer à un mode un peu particulier. Voilà, un nouveau fichier de mesure a été créé, on ira le voir tout à l'heure en quoi il consiste. Je ferme la page, et je vais passer au mode relecture. Alors, le mode relecture, c'est quelque chose qui est complètement indépendant des essais en cours, etc. C'est-à-dire qu'on va aller chercher des anciens essais et on va les relire, finalement, donc on va réafficher les graphes de toutes les valeurs qui ont été acquises, et on va pouvoir, par exemple, recalculer des descripteurs. Si, par exemple, dans ma liste que j'ai utilisée tout à l'heure, j'en ai peut-être enlevé trop et que finalement, certains étaient un petit peu pertinents dans le cadre de votre protocole, il serait intéressant de les rajouter. Et automatiquement, le système va recalculer ces nouveaux descripteurs. Par exemple, chercher. On va reprendre notre courbe de référence, finalement, pour que vous voyez que toutes les valeurs sont affichées. Donc voilà, on a notre courbe de référence, celle qu'elle avait été acquise, et qu'on peut lui faire recalculer les descripteurs. Ou alors là, on a décidé qu'il y en avait trop, supprimer ceci, et automatiquement, il réajuste le calcul. Le calcul est fait, bien sûr, sur toutes les valeurs. On a ici la courbe de température. On peut rajouter d'autres courbes, et c'est là l'intérêt, justement, je vous expliquais, au sujet de la courbe de référence. Par exemple, vous pouvez aller relire une dizaine de courbes correspondant à une dizaine d'essais, identiques, selon le même protocole, selon la même procédure.
adopter une liste de descripteurs pertinents pour cet essai et générer un fichier. Et ce fichier va reprendre toutes les courbes de chaque essai, une sorte d'export de toutes ces voies, et ce qui vous permettra, vous, après coup, d'établir finalement une courbe moyenne. Et cette courbe moyenne deviendra votre courbe de référence. Et vous pouvez ainsi vous constituer des bibliothèques correspondant à vos différentes procédures de contrôle. Là, on va générer un fichier. Automatiquement, on peut lui redonner un nom. Ça, c'était bien, bon, bref. On va maintenant le dossier, évidemment. Voilà. Et c'est là que je vais venir finalement au fichier. Donc, il apparaît ici, il s'appelle DataFinal 3, et je vais vous expliquer la différence entre DataRow et DataFinal. On va quitter ce mode relecture. Pour repasser au mode configuration et aller voir un peu les fichiers que nous avons créés. Donc pour ça, ils sont situés dans le dossier test. On a dans ce dossier test des fichiers qu'on appelle current et old. Current, c'est les essais en cours. Donc là, nous avons fermé, il n'y en a plus. Et tous les old, en fait, ce sont tous vos essais qui sont archivés en fonction de leur nom. On retrouve ici notre fameux web 710 qu'on a créé tout à l'heure. Et on trouve les fichiers, les data raw et la data final. Quelle est la différence entre le raw et le final? Le raw, ce sont vraiment vos données brutes, non retravaillées, non filtrées. J'en reviendrai tout à l'heure à une spécificité un peu particulière qui est le filtrage. Le fichier est un simple fichier CSV ouvrable avec n'importe quel tableur. Et vous voyez donc les colonnes de raw data, le temps écoulé, bien sûr les voies concernées. Et ici, sur cet ancien fichier, on avait ajouté une petite note qui était un test de référence. On l'avait écrit donc, au bout d'une minute, il apparaît dans cette colonne. On retrouve les paramètres d'étalonnage en fonction des sondes, la marque des sondes. La différence avec le fichier DataFinal, lui, il est plus complet parce que lui va reprendre finalement tout ce qui peut être calculé à partir de vos valeurs, et en particulier ici, les points caractéristiques. Donc il y avait une liste assez restreinte sur cet essai, ils apparaissent ici. Si dans la fonction relecture, on avait mis plusieurs fichiers, toutes les colonnes de valeurs seraient apparues ici, avec le calcul des points caractéristiques en charge. Le fichier sur lequel vous pouvez travailler, c'est forcément celui des données brutes, parce que l'autre, c'est un fichier recalculé. Alors, je vais revenir à une fonctionnalité un peu particulière. Elle n'avait pas été, c'est ce qu'on appelle le filtrage des données. Je vais relancer un essai pour vous montrer, tout à fait symbolique. Parce que c'est un petit point particulier, donc c'est quelque chose qu'on implémente, mais voilà. C'est quelque chose qu'on implémente, mais on ne le met pas par défaut. Pourquoi? Parce que ces fichiers-là, on peut intervenir vraiment sur l'allure de vos courbes, et ça peut poser problème selon vos protocoles qualité, etc. Donc on le met vraiment en optionnel, uniquement dans le cas où vous êtes dans un environnement un peu perturbé et vous avez effectivement besoin de filtrer quelque peu les valeurs obtenues. Par défaut, nous sommes à 10, c'est-à-dire on est sur des moyennes glissantes, 10% moyenne glissante et filtre numérique. C'est un petit peu le minimum pour garantir quand même un lissage convenable de vos données acquises. Mais par contre, il est clair que quand on filtre beaucoup, et en particulier sur la courbe d'acidification, on peut en arriver peut-être agir sur le calcul des points caractéristiques, et ça, ce n'est pas forcément désiré. Donc c'est quelque chose que l'on laisse au libre arbitre des utilisateurs, et on ne le met pas donc en configuration par défaut.
Voilà, je pense vous avoir fait part de toutes les fonctionnalités et de toutes les choses un peu intéressantes sur le logiciel NASCAS qui sont à la fois attendues et différenciantes par rapport peut-être à d'autres systèmes que vous connaissez. Voilà. Je vous remercie et je vais passer la main à nouveau à Célia. Merci Frédéric pour cette présentation très complète de Nazca et son logiciel. Alors en effet, on a vu que Nazca est un produit qui est évolutif. Il a été pensé pour s'intégrer au mieux à vos processus métiers. Et du coup, il accorde de la souplesse dans vos utilisations, ce qui vous permet de gagner en temps et en efficacité. Donc, ce n'est pas du tout négligeable. Alors, je vous propose maintenant qu'on passe au temps des questions-réponses. Pour poser vos questions, vous pouvez lever la main directement dans la barre juste au-dessus et on vous donnera la réponse. Je vois dans la conversation qu'il n'y a pas eu beaucoup de questions, donc allez-y. Vous pouvez lever la main et on vous donnera la parole. Quoi qu'il en soit, comme je vous l'avais annoncé au début du webinaire, cette session, elle est enregistrée. Donc, si vous avez des questions après ce webinaire qui vous viennent, n'hésitez pas à nous les poser. Vous avez les coordonnées de Frédéric Mersenne qui s'affichent juste ici si vous avez besoin de nous contacter ou poser des questions par rapport au système NASCA et ses fonctionnalités. Donc voilà, on reste bien évidemment à votre disposition. Peut-être Célia, puisqu'on a un petit peu de temps et on n'est pas trop nombreux, je dirais, dans ce webinaire, recueillir si, au-delà des questions, des réactions à chaud, notamment savoir si, à la démonstration que vous avez pu voir avec Frédéric Mersenne, s'il y a eu j'allais dire, si ça correspond à vos métiers, est-ce que vous avez pu vous projeter dans l'utilisation et est-ce que vous avez pu, pour la plupart, vous avez déjà utilisé très certainement des outils, nos confrères ou concurrents, est-ce que vous avez pu noter des choses vraiment différenciatrices qui vous ont interpellé? Auquel cas, ce serait intéressant de prendre un petit moment, et après, on ne parlera pas trop plus, mais de prendre un petit moment pour échanger. Encore une fois, on n'est pas trop nombreux, autant profiter de ce moment. Est-ce qu'il y a, je dirais, parmi les participants, des gens qui veulent réagir sur ce qu'ils ont pu voir, et voir ou comprendre de la démonstration de Frédéric? Une question. Alors Algia, on va vous donner Bonjour. Parfait. Algia chez Vitagora. J'avais une question en fait. Dans le cadre de vos collaborations, vos clients vous sollicitent pour ce type de matériel plus pour des travaux de R&D ou vraiment pour suivre leur production ou en fait le niveau, l'échelle à laquelle on peut greffer ce type d'appareil? Alors, je vais répondre les deux. Effectivement, ça va du simple laboratoire de contrôle qui va suivre effectivement l'acidification de leurs bactéries en fermentation pour voir si c'est déjà conforme à ce que leur propose le fabricant de ces ferments, s'il les utilise. Et ça va bien sûr jusqu'au fabricant de ferments lui-même qui, comme je le disais, fait du screening à très haut débit et donc a besoin de beaucoup de capacité de voie. Donc à ce moment-là, ils peuvent cumuler les interfaces à grand nombre de voies. Mais une petite unité chez un petit fromager, par exemple, peut très bien utiliser un NASCA à 8 voies et faire le suivi de ces acidifications sur la fabrication de ces produits. Voilà. Donc plutôt en contrôle qualité, on va dire. Mais ça peut être des gens qui sont sur des fermenteurs et vont suivre, parce que NASCA peut éventuellement faire de la mesure sur des fermentations en cours sur des fermenteurs, et donc faire le suivi d'un process de fermentation. Et pour des acteurs dans le domaine de la recherche académique, ayant été aussi dans ce domaine-là, j'avais utilisé essayé de suivre les cinétiques en laboratoire académique. Et c'est vrai que des fois, on a
beaucoup d'expériences en cours et j'ai vu qu'il y en avait un avec 32 sorties, c'est ça? Ouais. Et du coup, je pense que c'est quelque chose qui est intéressant pour ce milieu-là. Vous avez déjà eu des collaborations avec des laboratoires de recherche Alors, de laboratoires de recherche industriels, mais on est en contact industriels? avec des académiques qui sont effectivement intéressés, des instituts on va citer l'INRA par exemple, Ok. ou l'ENIL, Poligny par exemple, on travaille. Poligny et Ok. Mamirov. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui sont développées ou pas chez vous? Ça a l'air d'être bon. Nous restons bien évidemment à votre disposition si besoin. Alors, je vois qu'il y a un nouveau quelqu'un qui va vous poser une question. Merci. Très bien. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui et d'avoir suivi cette présentation sur le NASCA et ses fonctionnalités. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à tous.